Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. C'est toujours avec le même plaisir, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. La RDC souhaite amplifier sa coopération avec la Russie à travers de nombreux partenariats et investissements. Plus important, c'est le vœu émis par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaykomba lors de sa rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat à Russie-Afrique. Et puis, rapport journalier des provinces sur l'Impox, cette 45e semaine enregistre un total général de 42 912 cas suspects, plus de détails dans cette édition. International, l'Algérie met en œuvre un projet structurant pour dynamiser son secteur minier grâce à l'extension du port d'Annaba qui relie la mine de phosphate de Tébessa à la mer. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs, rebonsoir. Commençons avec cette actualité. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaykomba, a eu une rencontre bilatérale avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, au cours de laquelle elle a relevé la qualité excellente des relations entre la République démocratique du Congo et la Russie. La chef de la diplomatie congolaise a réitéré le souhait de la RDC d'amplifier cette coopération à travers de nombreux partenariats et investissements plus importants. C'était en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Patience Lokike. La RDC a réitéré son engagement envers une relation diplomatique et stratégique étroite avec la Russie lors d'une rencontre entre la ministre congolaise des Affaires étrangères Thérèse Kaykomba Wagner et son homologue russe Sergueï Lavrov, et ce en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Cet échange riche et fructueux avait pour objectif de renforcer davantage de liens politiques et économiques entre les deux nations. La ministre Kaykomba Wagner a souligné que la RDC considère la Russie comme un partenaire incontournable dans les contextes d'un monde multipolaire en évolution, en rappelant que la Russie n'est pas isolée sur la scène internationale. La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales. Dans le Conseil de sécurité, votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo, et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons toujours. Et je peux aussi vous rassurer justement de notre volonté de consolider les acquis, comme nous venons de le faire à travers l'accord que nous venons de signer, mais aussi à travers d'autres domaines de coopération, et consolider les acquis de notre partenariat. Profitant de l'occasion, la ministre d'État aux Affaires étrangères a, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de relations bilatérales et l'indépendance de la RDC, invité Sergueï Lavrov à se rendre à Kinshasa l'année prochaine. En 2025, donc l'année prochaine, nous allons avoir une année assez spéciale pour nos deux États. L'année qui va marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, certes, mais aussi les 65e anniversaire de nos relations bilatérales et de l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba. Et donc, dans le cadre de cette année historique pour nous et de cet anniversaire historique pour nous, je voudrais, en mon nom propre et évidemment celui de notre gouvernement, vous inviter à venir en République démocratique du Congo en 2025 pour que nous puissions commémorer ensemble ces 65 ans d'amitié. Cette visite engagée en 2025 serait l'occasion de réfléchir aux projets communs à venir et de mettre en place des initiatives concrètes pour renforcer les secteurs économiques, éducatifs, sécuritaires entre les deux nations.
Restons toujours dans ce chapitre diplomatique en présence de son homologue du Congo-Brazza et 3 gouverneurs des provinces de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani a ouvert ce lundi 11 novembre la 10e session ordinaire de la commission spéciale mixte Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Rachel Missinga. Pendant 3 jours, soit du 11 au 14 novembre, des experts de ces 2 pays vont non seulement évaluer les recommandations de la 9e session tenue à Ngabé du 28 mai au 1er juin 2023, mais aussi analyser et échanger sur la sécurité le long de la frontière commune. Je formule le vœu de voir cette session ordinaire de la Commission Défense et Sécurité entre nos 2 États se dérouler dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Ces cadres qui s'inscrivent dans la vision de président de ces pays, entendez, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, vont permettre à faciliter le maintien du dialogue très permanent, de manière à éviter les malentendus qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité des populations de ces 2 États, affirme Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Développement local de la République du Congo, lors de son discours. Nous avons à cet effet l'obligation morale et coutumière de nous asseoir et de parler chaque fois que cela est nécessaire, car les malentendus naissent entre les hommes, entre les peuples et entre les États parce qu'ils ne communiquent pas assez. C'est un des enjeux de cette session et ma conviction pour cette démarche est sans faille. À l'issue de ces travaux, les experts du Congo-Brazza et de la République démocratique du Congo vont également procéder à la préparation d'une feuille de route reprenant des résolutions prises par le patron des sécurités et de territoire de ces 2 États avant l'adoption des résolutions et la signature des recommandations de cette 10e session de Kinshasa. Les réseaux sociaux sont devenus de véritables tribunaux pour régler des comptes en public. Au-delà de servir des outils de manipulation et de désinformation des masses, à ce propos, certaines vidéos qui circulent depuis le début de la semaine passée dans les réseaux sociaux font état d'un malaise entre le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes initiatives, Louis Watoum, et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi. Il n'en est rien. De plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux faisant état d'un malaise qui existerait entre le ministre national de l'Industrie Louis Watoum Kabamba et le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, Bertin Moudimou Tshisekedi son force. Il s'agit en effet d'une campagne de détracteurs dont l'objet est de créer un climat de conflit entre ces 2 personnalités qui travaillent en harmonie en vue de booster le secteur de l'industrie congolaise. Dans ce communiqué de presse, dont une copie est parvenue à Géopolis Télévision, le FPI dénonce cette campagne de diabolisation et d'intoxication menée par des anonymes afin d'opposer un mandataire public à son ministère de tutelle. Il faut savoir que Bertin Moudimou Tshisekedi n'est concerné ni de près ni de loin par des déclarations mensongères et des canulars dont les auteurs restent inconnus. Parlons santé, la cérémonie d'ouverture des travaux de la revue des activités de l'Inspection générale de la santé s'est déroulée ce matin à l'hôtel Sultani, réunissant des acteurs clés du secteur de la santé. Ces travaux sous le thème « L'inspection en santé à l'ère de la couverture santé universelle » marquent un tournant dans la gouvernance du système de santé en République démocratique du Congo. Blaise Kozola. C'est l'inspecteur général de la santé, Komba Djeko, qui a ouvert la séance en soulignant l'importance historique de cette revue. Ces différentes communications sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle
prendront toute la journée le mardi. La journée de mercredi sera consacrée aux communications des différents partenaires techniques et financiers qui expliqueront aux participants tous les mécanismes de financement des activités des différents services et structures du ministère de la Santé et Hygiène. Le ministre de la Santé, son Excellence Dr Samuel Roger Kamba, a pris la parole pour réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de la couverture santé universelle. Quand nous avons conçu le programme de la gratuité de la maternité, la matrice de répartition de fonctions, j'ai mis au tout début, tout en haut de cette matrice, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale de la santé. Parce que le diagnostic que nous faisons dans notre système, il est moins un problème de moyens qu'un problème de gouvernance. Il est vrai que vous avez beaucoup de défis. Un des premiers défis, et je pense qu'on en a déjà parlé, c'est vraiment la réglementation, tous les textes qui doivent être adoptés. Et je peux vous assurer que avant la fin de l'année, et c'est ce que je me suis donné comme mission, c'est que l'organisation du système de santé, donc notamment l'Inspection générale de la santé, puisse avoir tous les outils de son fonctionnement. Les travaux de la revue des activités de l'IGES se poursuivront au cours de prochains jours avec des sessions de travail consacrées à la couverture santé universelle, à la gestion de financement et à l'amélioration des services de santé. Des partenaires techniques et financiers ainsi que des experts du secteur participeront aux discussions afin de soutenir la mise en œuvre de réformes nécessaires pour renforcer la gouvernance et l'efficacité du système de santé congolais. La revue des activités de l'Inspection générale de la santé est un événement annuel essentiel pour évaluer les actions du ministère et renforcer la gouvernance sanitaire en RDC. Elle sert également de plateforme pour discuter des réformes nécessaires à la mise en œuvre de la couverture santé universelle et à l'amélioration des services de santé. Prenons cette actualité en bref. Au courant de la 45e semaine, la complétude hebdomadaire des rapports journaliers des provinces est de 80%, à savoir 104 sur 130 rapports journaliers attendus. Il a été signalé pendant cette semaine 834 cas suspects, soit une complétude de 80% détectée avec un total de 81 cas confirmés contre 1017 cas suspects, soit une complétude de 76,3% et 45 cas confirmés. 3 décès ont été signalés parmi les cas suspects, ce qui ramène le taux de létalité des cas suspects à 0,36% de la première à la 45e semaine de 2024. Il y a un total général de 42 912 cas suspects, dans lequel 30 112 cas confirmés avec un taux de décès suspect de 1132, signalant le début de la vaccination dans la zone de santé militaire Kokolo et à la prison depuis le 7 novembre 2024 avec 79 vaccinés. Autre chose, l'avenir de la planète se joue actuellement en Azerbaïdjan, où les leaders mondiaux se trouvent pour discuter du climat et de la nécessité de contenir le réchauffement climatique. La COP29 s'est donc ouverte ce lundi. La conférence sur le climat ira jusqu'au 22 novembre. La question du financement pour permettre les pays pauvres à mieux faire face au dérèglement climatique se pose avec acuité à cette conférence des Nations Unies. Patrick Ilunga. Les pays d'Afrique et plus généralement ceux du Sud espèrent obtenir ce qu'ils qualifient de justice climatique, c'est-à-dire le financement adéquat afin de mieux faire face aux perturbations du climat avec des phénomènes tels que les inondations, la canicule et la sécheresse. Depuis un certain temps, le continent noir souffre de la sécheresse qui a affecté son agriculture et a accentué la famine, notamment dans la Corne de l'Afrique. Le financement climatique est censé également aider l'Afrique à se développer en abandonnant les énergies fossiles et les charbons. À ce jour, la cagnotte annuelle est fixée autour de 100 milliards de dollars par an, censée aller à destination des pays pauvres. Mais malgré ces engagements passés, la réalité reste loin des ambitions.
Et les pays du Sud exigent plus. Cette ambition renouvelée est déjà rejetée par les pays développés à l'ouverture de la COP29 en Azerbaïdjan. L'Afrique revendique un rôle essentiel dans la stabilisation du climat du fait de ses ressources. Selon certains chercheurs, la forêt tropicale africaine, le bassin du Congo, est maintenant classée première devant l'Amazonie parce qu'elle séquestre plus de dioxyde de carbone par hectare par an. Fort de ses ressources minérales, le continent entend également jouer un rôle central dans le passage à venir des économies assises sur le fossile vers les énergies dites propres. La COP29 en Azerbaïdjan est un moment de vérité et le secrétaire exécutif de cette conférence des Nations Unies a déjà prévenu les pays développés. Le financement climatique n'est pas une œuvre de charité. Restons à Bakou où vient d'atterrir la première ministre Judith Suminwa. La chef du gouvernement va prendre part à ce grand rendez-vous mondial pour décider sur l'avenir du climat. À sa descente d'avion, elle était accueillie par Farid Gaïbov, ministre de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan, Evba Zaïba, ministre de l'Environnement de la RDC, et Ivan Vangongimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC près la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Dans son agenda, des échanges de grande importance sont prévus, entre autres avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et d'autres dignitaires mondiaux. À ce sujet, nous avons un intervenant ce soir. Il s'agit de Patrick Kilunga, journaliste à Géopolis Forum. Bonsoir à vous, Patrick Kilunga. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Alors la conférence sur le climat s'est ouverte ce lundi. On parle de la COP29, on vient d'ailleurs de le suivre tout à l'heure. En quoi consiste cette conférence et que poursuit-elle? D'abord, quand on dit COP29, c'est simplement la 29e conférence des Nations Unies sur les climats ou bien sur le changement climatique. Alors c'est une conférence qui poursuit, on va dire, qui a pour objectif de limiter le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser le climat et possiblement dans l'avenir passer d'une économie totalement carbonée, c'est-à-dire avec les énergies fossiles, à une économie plus verte, bien plus propre. Alors, la conférence elle-même, cette année, c'est autour des questions de financement, je crois qu'on en parlera. Mais il faut dire que depuis la révolution industrielle, depuis que les humains ont commencé à développer leur économie via les procédés, on va dire, à travers les combustions des fossiles, ce qu'on appelle l'essence, le pétrole, tout ça, ça a amené une sorte de développement économique. Mais à force de travailler dans l'industrie, les chercheurs, les scientifiques ont remarqué que le travail là, ça a amené certes le développement, mais il y avait une sorte d'émissions de gaz à effet de serre qui détruisait la couche d'ozone, qui amenait un certain dérèglement climatique, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2024, ou bien en 2023, en 2022, on a eu beaucoup plus de catastrophes naturelles, beaucoup plus qu'on connaissait en 1950 par exemple. On va dire que les catastrophes existaient, ou bien les phénomènes naturels existaient, mais c'est l'intensité qui a changé. Ça s'est amplifié. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, il y a des endroits où il y a une forte canicule, donc très forte chaleur. Il y a des endroits où il y a des fortes pluies. On est en train de vivre ça ici à Kinshasa et en RDC et partout en Afrique, dans le monde. Ce qui fait qu'il y a même des phénomènes comme les sécheresses qui s'amplifient, notamment dans la Corne d'Afrique. Tout près de chez nous aussi, en Zambie, il y a des fortes sécheresses qui sont attribuées justement à ce qu'on appelle le changement climatique. Alors la conférence réunit justement les acteurs mondiaux des pays, quasiment tous les pays du monde, pour aller discuter sur comment on va passer maintenant de l'économie totalement carbonée à l'économie plus propre. Donc c'est l'objectif poursuivi par cette conférence. Cette année,
on va dire que les choses ne sont pas forcément très simples en Azerbaïdjan là-bas, parce que les plus grands pollueurs, je cite la Chine et les États-Unis, n'ont pas leur président là-bas sur place dans la conférence. Ils ont envoyé peut-être des représentants, mais c'est eux qui devaient prendre peut-être l'engagement de réduire, parce que c'est eux le plus grand pollueur, et ils ne sont pas là, parce que entre-temps, on dit que, bon, c'est vrai que Joe Biden est encore président, mais il est en train de passer la main à Donald Trump, qui est ce qu'on appelle climato-sceptique, donc il n'accepte pas vraiment un changement climatique, il pense que c'est de la fiction. Donc c'est un peu la problématique qui peut se poser aujourd'hui, bien qui s'est posée encore il y a quelques années. Donc on va dire que les pays discutent autour de l'urgence climatique qui est devenue une préoccupation majeure de notre temps. Alors Patrick Kilunga, dites-nous pourquoi la question financière est identifiée comme un écueil aux négociations qui sont liées au climat. Voilà, on parle climat, mais pourquoi c'est les questions financières qui divisent les gens là-bas? Rappelez-vous, je viens de dire tout à l'heure que les phénomènes naturels se sont intensifiés, ce qui fait que dans plusieurs zones du monde, il y a des déplacés du climat, c'est-à-dire des gens qui fuient peut-être la sécheresse, il y a des gens qui fuient par exemple les grandes catastrophes. Beaucoup de mouvements migratoires. Beaucoup de mouvements, ce qui amène d'autres urgences. Il faut prendre ces gens-là en charge, il faut prendre les pays du Sud, l'Afrique y compris, il faut financer parce que il faut leur permettre de faire face à ce genre d'urgence ou bien de catastrophe. Parce qu'il y a ce principe qu'on appelle pollueur-payeur. N'oubliez pas que l'Afrique, par exemple, c'est moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier. Donc, les grands responsables, ce sont des pays occidentaux, pas seulement, parce qu'il y a aussi la Chine, dont les pays développés. Et donc, eux, ils sont censés payer, on va dire, la facture, ou bien la dette de climat, comme on dit. Et les engagements, avant, il y avait un engagement qui consistait pour eux de payer à hauteur de 100 milliards de dollars chaque année. Mais non seulement ils ne respectent pas ça, mais aujourd'hui, les pays du Sud ont augmenté un peu le niveau d'ambition, bien le niveau d'exigence, pour dire qu'en réalité, ils ont besoin, ces pays-là, ils ont besoin d'autour de 400 milliards de dollars 400 milliards de dollars pour faire face justement à ce genre d'urgence naturelle. Et aujourd'hui, les pays développés estiment que non, les pays du Sud exigent un petit peu trop. Donc c'est un petit peu, on va dire, le grand obstacle déjà. Au premier jour de discussion en Azerbaïdjan, ça a toujours été le cas. Et cette fois-ci, ça a été un petit peu exacerbé par les positions des uns et des autres. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est une question importante, d'autant plus que l'Afrique se considère comme, on va dire, au-delà de l'Afrique, même le Congo, on va prendre c'est à l'image de l'Afrique, le Congo se dit nous sommes pays solution. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle la transition énergétique, nous proposons des ressources qui vont aider justement les économies à passer des fossiles à l'économie propre. Donc, comme on va citer des ressources comme le cobalt, le lithium, le nickel et consorts dont le Congo dispose on va dire en grand nombre. Et au-delà de ça, les forêts. Parce qu'on parle par exemple de la forêt tropicale de l'Afrique, le bassin du Congo. Le bassin du Congo qui aujourd'hui, selon les recherches, séquestre beaucoup plus de dioxyde de carbone, beaucoup plus que l'Amazonie. Et donc, comme l'Afrique, le Congo, les pays du Sud sont d'abord les premières victimes de changement climatique, ils exigent le paiement. Deuxièmement, ils se considèrent que nous sommes un peu le réparateur de ce que vous abîmez, donc vous devez payer. Donc c'est un peu la grande problématique qui déjà oppose les négociateurs. Il faut dire que les négociations viennent de commencer aujourd'hui, ça prendra 11 jours, et déjà au premier jour, il y a eu ce malentendu financier. Voilà, merci à vous Patrick Kilunga d'avoir éclairé la lanterne. Je vous remercie Damani Mouchika.
Poursuivons avec l'actualité. Les usagers de la route, surtout les conducteurs des véhicules et de taxis-motos, sont exposés aux diverses tracasseries des agents de la police de circulation routière au quotidien sur les artères principales de la ville de Kinshasa et des autres grandes agglomérations de la RDC. Pour mettre fin à ces tracasseries, quelques mesures ont été prises par le commissaire provincial de la police, Blaise Kilimbalimba, le week-end dernier. Suivez les détails de ces mesures prises avec Rachel Bisenga. La police des circulations routières ne devrait plus arrêter les conducteurs sur plusieurs artères principales de la ville. Cette mesure est l'une des décisions que le commissaire provincial de la police a prises ce week-end. Il s'agit notamment sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, du boulevard du 30 juin jusqu'à l'hôpital du Cinquantenaire, passant par le PNMLS. La régie des eaux sur le boulevard du 30 juin, Reine de la Paix, entrée Kanlufongola ou Ileri, jusqu'au palais du peuple pour ne citer que cela. Ces mesures du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba visent à lutter contre la tracasserie dite policière. Les numéros 1 de la police à Kinshasa annoncent également aux Quinois et Quinoises la suspension jusqu'à nouvel ordre du phénomène porte-à-tout. Aucun véhicule portant mention police ne doit plus emporter les véhicules de particuliers pour les amener à la fourrière, sauf en cas de panne. Les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba appellent tous les conducteurs qui se retrouveraient victimes de ces pratiques de saisir directement ces services. Face aux dégâts causés par la pluie ce week-end, les commissaires provinciaux de la police de Kinshasa informent la population que les nids de poules sont revenus à différents endroits de la ville. Cette situation va perturber la circulation sur certaines routes à l'instar de la route Gare Centrale Bon Marché, passant par la Braliment, aéroport national de Ndolo poids lourd. Compte tenu de cette situation, le chef de la police invite les usagers de la route à la patience avant que le service habilité ne fasse ses travaux de remblayage sur ces tronçons détruits. Restons sur cette note sécuritaire. 400 éléments FARDC viennent de clôturer leur formation ce lundi 11 novembre au camp Roi Para à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ils ont été formés par des instructeurs congolais et onusiens. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, les a invités au respect de règles d'engagement et de comportement. Suivez ce reportage de la presse militaire. Ces démonstrations spectaculaires appartiennent aux éléments du bataillon Aiglon basé à Rwampara. Ils viennent de clôturer leur formation en vue de défendre l'intégrité du territoire national. Le colonel Moukim du bataillon Bangladesh a salué l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri. Enfin, je remercie je remercie son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri, aussi les autres membres du gouvernement pour avoir honoré notre invitation par sa présence. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Bouyanka Chomadjoun, qui a présidé cette cérémonie, a salué la collaboration entre les deux forces. Je suis l'homme le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Vous voyez le chef de bureau qui est là, le secteur commandant qui est là et le commandant ici qui était dédié, n'est-ce pas, à encadrer ces jeunes gens ici. Occasion pour le numéro 1 de la province de l'Ituri de demander aux groupes armés d'arrêter de faire souffrir leurs frères et sœurs. Ils tuent et violent leur mère, leurs sœurs. Ils tuent leur père, leurs frères. Trouvez-vous ça normal, vraiment? Cette série de formations prouve en suffisance la détermination du président de la République, commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste résolument engagé à rendre professionnelle son armée en renforçant surtout sa capacité opérationnelle en vue de garder intacte l'intégrité du territoire national, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. En sport, début depuis ce dimanche 10 novembre du rassemblement des Léopards messieurs à Abidjan. Le staff technique déjà sur place et les joueurs sélectionnés ont déjà commencé à atterrir dans la capitale ivoirienne ce lundi 11 novembre. Blaise Kozola.
Les léopards seigneurs de la République démocratique du Congo ont débuté leur rassemblement ce dimanche 10 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est en prévision du match de la 5e journée de qualification pour la CAN 2025 contre les Syli nationales de la Guinée, mais également contre l'Éthiopie le 19 novembre prochain. Le match face à la Guinée se jouera le samedi 16 novembre dans ces pays qui a vu la RDC surprendre le monde du foot en se qualifiant pour la demi-finale de la CAN 2023. Ainsi, les léopards sont attendus sur le sol ivoirien. Déjà, le premier groupe de joueurs est arrivé ce dimanche 10 novembre et sera ensuite suivi d'un deuxième, ainsi de suite jusqu'à ce que le groupe arrive complet. La RDC sera reçue en Côte d'Ivoire par la Guinée puisque cette dernière n'a pas de stade homologué sur son territoire. Les léopards des sabres déjà qualifiés vont tenter d'engranger une nouvelle victoire pour ne pas casser la dynamique, mais continuer à écrire l'histoire et remplir des records. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Dans le cadre de sa stratégie de diversification économique et pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures, l'Algérie met en œuvre un projet structurant pour dynamiser son secteur minier. L'extension du port d'Annaba, qui relie la mine de phosphate de Tébessa à la mer, prévoit la construction d'un quai de 1600 mètres et d'une digue de 1400 mètres adaptée pour accueillir des navires de 80 000 tonnes. Cette initiative vise à augmenter les capacités d'exportation de phosphate et à renforcer la position de l'Algérie sur le marché mondial. Suivez. L'Algérie, l'un des plus grands producteurs mondiaux de phosphate, cherche à diversifier son économie en réduisant sa dépendance aux hydrocarbures. Dans ce contexte, l'extension du port d'Annaba, intégré au projet de phosphate de Bled Abdaba à Tébessa, représente une avancée majeure pour l'industrie minière du pays. Une fois achevée, cette infrastructure augmentera la capacité d'exportation de phosphate de 3 à 7 millions de tonnes par an. Le gisement de Bled Abdaba, qui représente 80% de la production nationale avec des réserves estimées à 2,1 milliards de tonnes, joue un rôle crucial dans cette stratégie de diversification, renforçant ainsi la position de l'Algérie sur les marchés mondiaux du phosphate. Ces projets relient la mine de phosphate de Tébessa au port d'Annaba avec un quai de 1600 mètres et une digue de 1400 mètres. Des infrastructures adaptées pour des navires de 800 000 tonnes grâce à un tirant d'eau de 16 mètres visant à dynamiser l'industrie minière et portière. Il fait partie des initiatives stratégiques de l'État pour renforcer l'économie nationale. Les projets intégrés de phosphate d'Annaba renforcera l'économie locale en diversifiant les exportations au-delà des hydrocarbures. Il positionnera les ports d'Annaba comme un centre stratégique pour l'exportation des phosphates. Rendons-nous à présent dans les kiosques à journaux avec cette sélection et commentaires de Patience Lokeke. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons cette revue de presse avec Géopolis Hebdo qui titre à sa une « La RDC à la COP29 à Azerbaïdjan, Judith Souminoua représente le pays au sommet de Bakou qui s'ouvre ce 11 novembre. Judith Souminoua va porter haut la voix de son pays qui joue un rôle déterminant dans la préservation du climat grâce à son immense potentiel en réserve d'eau douce, en massif des forêts tropicales humides et en tourbières et en matière de transition énergétique grâce notamment à ses réserves de minéraux stratégiques nécessaires à cette mutation. Dans le même registre, info titre COP29, la RDC en première ligne pour une juste compensation de son rôle des géants verts.
La première ministre Judith Soumi Nwatuluka, mandatée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va représenter le pays lors de cet événement majeur où seront abordés des enjeux cruciaux tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la transition énergétique et le financement de la lutte contre les réchauffements climatiques. Forte de son rôle essentiel dans la préservation des écosystèmes mondiaux, notamment grâce à ses forêts tropicales et ses ressources en minéraux stratégiques. La RDC entend défendre ses intérêts et plaider pour une juste rémunération de ses efforts en matière de protection de la nature. Quittons l'environnement pour la politique où Congo Nouveau met comme titre « L'opposition monte une fronde anti-Tshisekedi ». Des acteurs politiques, de la société civile ainsi que de membres du mouvement citoyen s'organisent pour barrer la route au troisième mandat de Félix Tshisekedi. Ils ont exprimé leur opposition à l'initiative du président de la République relative à changer ou à réviser la Constitution. Dans le même registre, Forum de Zas titre à sa une « Delis Esang a dit non au changement de la Constitution et au troisième mandat de Fachi ». Il est monté sur ses grands chevaux et avec lui, tous les acteurs de l'opposition et de la société civile qui ont accepté d'adhérer au front des sursauts patriotiques qu'il vient d'initier. Président national d'envol, Delis Esang s'oppose mordicus au changement de la Constitution et au troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Dans un autre registre, le quotidien titre RSP et le FEC signent le guide sectoriel de la sous-traitance. Après plusieurs mois de travaux avec la contribution des experts de l'RSP et ceux de la FEC, les deux structures ont finalement signé le procès verbal de validation du guide sectoriel des activités de la sous-traitance en RDC. La cérémonie qui s'est déroulée au siège national de la FEC a été rehaussée par la présence du représentant du ministre de l'Industrie, Développement de PME ainsi que de plusieurs opérateurs économiques. Pour le président de la Fédération des entreprises du Congo, Robert Malumba Kalombo, la mise sur pied de ces guides sectoriels répond aux exigences d'adaptation des textes légaux et réglementaires aux réalités du terrain. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Fin de ce journal, place au rappel de titres. La RDC souhaite amplifier sa coopération avec la Russie à travers de nombreux partenariats et investissements plus importants. C'est le vœu émis par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, lors de sa rencontre avec son homologue russe, Sergei Lavrov, en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique. Et puis, rapport journalier des provinces sur l'Impox, cette 45e semaine enregistre un total général de 42 912 cas suspects. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Et à l'international, l'Algérie met en œuvre un projet structurant pour dynamiser son secteur minier grâce à l'extension du port d'Annaba qui relie la mine de phosphate de Tébessa à la mer. C'était tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez juste après un plateau spécial. Willy Kalingai reçoit le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Au revoir.